Salut à tous, c'est Bismart. Bienvenue au programme. Alors d'abord une demi-heure avec voilà, un type que j'adore, autant le dire, hein, depuis un bon moment. Bruno Bonnell, il est là, même s'il s'est mis à faire de la politique, mais en même temps, je comprends pourquoi il l'a fait. Puis ça peut vous intéresser. C'est une sorte d'entreprise dans l'entreprise, la politique. Enfin bref, on en dira un mot. Et puis on parlera, il y a quand même un sujet. Alors, Bruno Bonnell, je le rappellerai pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, mais c'est quand même un sacré entrepreneur. Et ses dernières aventures entrepreneuriales, c'était autour de la robotique. Et là, je lisais à droite, à gauche, des éléments vraiment très, très intéressants sur notamment le robot compagnon, tout ce qui s'est joué autour du Covid, la façon dont on se rend compte que là, enfin voilà, on n'en a plus peur, quoi. Enfin, on se rend compte que ça peut être quelque chose qui va améliorer la vie de beaucoup d'entre nous. Donc on va parler de tout ça très largement. Ensuite, toujours nos innovations, c'est autour du vélo. Là, il va se passer un truc très très intéressant, comme à chaque fois dans le business. C'est qu'on est en mode no limit. C'est-à-dire, tout à coup, on est pris d'une frénésie pour le vélo et certains vont aller, mais alors, se payer, par exemple, des lunettes à 500 €, lunettes sur lesquelles vous aurez les infos que vous pouvez avoir sur un casque de ceux qui conduisent les chasseurs bombardiers, quoi, vous voyez, enfin des trucs comme ça, quoi, enfin, des trucs de dingue. Et puis on terminera avec, on reviendra dans les technologies médicales d'ailleurs, avec l'ancien patron d'Urgo, qui monte un fonds qui a levé plus de 100 millions d'euros pour essayer d'accélérer dans les technologies médicales. C'est parti, c'est Bismart. Donc Bruno Bonnell pour commencer. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc entrepreneur et maintenant depuis combien de temps ça fait 3 ans et demi cette histoire, ouais, 2017. 2017. 2017. Voilà. Vers les 4 années. La République en marche, juste à côté de Lyon, c'est ça, c'est Villeurbanne. Toi c'est Villeurbanne, voilà, c'est ça. Toi c'est Villeurbanne. La République en marche. Alors rentrons tout de suite dans l'actualité du moment là. Est-ce que c'est un match de... Enfin, je suis sûr que c'est un truc auquel tu penses, parce que dans ton parcours, c'est quelque chose de très présent. Est-ce que c'est un match jeune contre vieux ? Je vais te dire très franchement, Bruno, allez, moi je vais y aller très franchement. J'ai eu 56 ans là ce week-end, donc j'ai compris que la limite, c'était 55 là, voilà. Donc moi-même, je serais confiné. Je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas une décision administrative de confiner les vieux, une bonne fois pour toutes. Moi, le premier, pour laisser nos gamins respirer, quoi. Voilà. Ça devient mais plus possible. Alors, la réponse politique et technique à cette question, c'est qu'en France, on a un truc qui s'appelle l'égalité, et confiner certaines personnes et pas d'autres, c'est pas constitutionnel. Mais c'est sûr, ça. Ah, mais c'est certain, c'est un fait. Donc on peut en parler longtemps, mais la politique, c'est un peu ça. Quand on est dans l'entreprise... Tu votes l'état d'urgence toutes les 3 semaines. Non, mais tu votes des lois dérogatoires toutes les 3 semaines. Justement. Alors, on pourrait inventer une loi pour ça sera encore autre chose. Mais il faudrait passer le seuil de la Constitution. Mais à la limite, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'ai appris au bout de ces 3 ans, c'est que l'entrepreneuriat, c'est du bateau à moteur. Tu as un objectif, tu mets de l'essence, un équipage, et tu vas tout droit, et tu y vas. La politique, c'est du bateau à voile. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des courants, il y a des vents contraires, il y a une opinion. Il y a des gens comme toi qui disent « Ok, je suis d'accord d'être confiné ». Et puis il y a d'autres gens qui disent « Mais il n'y en est même pas question. Et tant pis, je veux aller jusqu'au bout de ma vie ». Mais ces gens-là mettent le pays en danger, mon vieux. Mais le débat, c'est un débat. On peut avoir ce débat pendant des heures autour d'une table. La réalité, c'est qu'il faut faire avec. Et on ne peut pas juste décider pour dire. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la rue qui disent « On ne veut plus porter de masque, on ne veut plus être confiné, on veut sortir quand on veut, on veut faire la fête, on veut ouvrir les bars et restaurants ». Ils n'ont pas 56 ans, ces gens-là. Ils n'ont pas 60 ans, ils n'ont pas 70 ans. Il y en a qui ont 70 ans aussi. Il y en a aussi. Mais tu sais ce que je pense, Bruno ? Je pense que c'est les vieux qui votent et que vous n'osez pas le faire parce que derrière, vous prendriez une dégelée électorale. Alors moi, je vais te proposer autre chose. Je pense que c'est pas un conflit des jeunes contre les vieux, c'est un conflit de génération. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire que là, on a vécu une accélération du monde avec cette Covid dont on ne parle pas. Une accélération notamment technologique, les techniques médicales, tu vas en parler tout à l'heure, mais l'ARN messager, c'est une bombe de la médecine. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des vaccins en 6 semaines, on va pouvoir les modifier. C'est un truc de dingue. On a vécu une accélération technologique sur le télétravail, l'utilisation du digital. Le nombre de personnes qui maintenant te disent à quelle heure on zoom est devenu phénoménal par rapport à un truc qui était obscur. On vit une accélération technologique dans tout ce qui est, et on va en parler tout à l'heure, la robotique qui va basculer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans une transformation du monde en phase de chrysalide, et l'annonce, je suis content de venir aujourd'hui, au fait, parce que si j'étais venu la semaine dernière, j'aurais pas pu le dire. L'annonce politique du président de la République de dire on change la donne, on fait confiance aux Français, on prend le virage. C'est une espèce de tournant de guerre. Non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Tournant de guerre. Si, parce que les virus ne vont pas arrêter. Prend une pièce, c'est pas un tournant de guerre. Ça, c'est une analyse politique qui est, j'allais dire, superficielle. Fondamentalement, ça veut dire quoi ? Les variants, ça va pas arrêter. Il n'y a pas un coronavirus, il y a des dizaines
des centaines de coronavirus à venir. Donc ça veut dire, non pas sur le plan létal, parce qu'il est beaucoup plus grave que la grippe, mais sur le plan de l'infectiologie, on va apprendre à vivre avec. Et nous, les gens de 55 à 65 ans, en septembre prochain, eh ben on aura un vaccin et on ira se vacciner. Et puis il y a un truc dont on ne parle pas, c'est la révolution du médicament. Non, mais c'est super important ce que tu me dis là, Bruno. Enfin, d'ailleurs, je ne pense pas que tu aies des informations particulières. Ah non. Alors, on en dira un mot de ça quand même, d'ailleurs. C'est ton analyse des choses. Mais enfin, ça veut dire, parce qu'il nous a déjà fait le coup en été, on voyait venir, il va falloir vivre avec le virus. Moi, j'étais assez d'accord avec ça. Mais ça n'a pas empêché de confiner en novembre. Si jamais les choses s'accélèrent, on y aura droit quand même dans un mois. Si jamais à la porte des hôpitaux, les mecs doivent commencer à trier. La différence, je vais te dire, c'est l'histoire de la guerre de 14 au moment des tranchées, quand on a inventé le tank et l'avion. Ça veut dire que tant qu'on n'avait pas les vaccins dans une visibilité certaine, maintenant on les a, alors c'est pas assez vite, mais elle est là. Et tant qu'on n'avait pas des méthodes curatives de médicaments dont on parle jamais pour le moment dans les médias, mais on va commencer à en parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait soigner la Covid, ce qui est un problème dans les hôpitaux, parce qu'on garde les gens un peu plus longtemps, parce qu'on les soigne. Et si on regarde le ratio de gens qui meurent par rapport aux gens qui rentrent, il a considérablement diminué. Eh bien, tant qu'on n'avait pas ces deux armes pour se battre, effectivement, c'était prématuré de dire on va vivre avec. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on va vivre avec parce qu'on a des solutions à terme qu'on n'avait pas avant. C'est pour ça qu'il y a un changement de stratégie. Et alors, pour revenir sur le conflit de génération, c'est qu'effectivement, on a tout un pan générationnel qui probablement a du mal à accepter ce progressisme et qui dit on va rester confiné, on va rester... Non mais... Attends, des gens qui disent, j'entends générationnel en termes de on a un côté populiste, si on parle en langage politique, c'est-à-dire des gens qui veulent rester surtout traditionnels et dont la seule méthode, c'est le confinement. Puis d'autres qui disent, non, il faut qu'on sorte, qu'on investisse, on n'a pas mis assez d'argent dans la recherche. Bruno, le sujet, c'est qu'on a des gamins qui ont besoin à un moment d'aller à l'université en cours, qui ont besoin à un moment de retrouver leurs copains, leurs camarades, d'aller boire des coups, de vivre. C'est pas possible, quoi. Moi, je ne parle pas de déconfinement, je parle d'une dépressurisation, c'est comme ça que je dis, comme par palier, quand on remonte du fond de l'eau, on est rentré dans une phase de dépressurisation de la société. Ok, parce qu'on a les armes. Parce que tu penses qu'on a les armes. Et alors, maintenant, sur le côté, parce que dans la séquence de la semaine dernière, il y a un truc qui doit quand même un peu... Très 5e République. J'ai vu le journal du dimanche qui s'excuse, machin. Je leur fais confiance, les gars, enfin certains d'entre eux, je les connais. S'ils ont écrit ça la semaine d'avant, c'est qu'ils avaient sans doute vraiment du tout proche du président de la République qui leur disait « Ok, il va falloir confiner ». Mais tout le monde a été persuadé. Non, mais le pouvoir personnel... Mais non, mais... Alors pour le coup, là, le Jupiter régnante, le démocrate que tu es, est-ce que ça ne pose pas un problème sur cette gestion? C'est le débat qu'on a eu hier jusqu'à minuit à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour prendre des décisions aussi importantes, parce qu'elles engagent tout le pays, on doit réunir 300 personnes et essayer de trouver un consensus qui sera forcément mou? Ou est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on mène, et tout à l'heure tu levais les yeux au ciel quand je parlais d'une guerre, c'est une véritable, en tout cas dans le schéma économique, dans le schéma sanitaire et le schéma social, c'est une véritable guerre, et elle est mondiale. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des De Gaulle, il faut qu'il y ait des Churchill, il faut qu'il y ait des gens qui disent, on va faire comme ça. Et probablement, pour beaucoup de cas, dans... une adversité relative, parce que moi je ne doute pas que dans les 3 semaines qui viennent, on va avoir des chiffres qui vont fluctuer et on va remettre en question la décision, et là il va falloir tenir bon, parce que si on relâche encore, ça veut dire que, les Français, dont on peut vraiment objectivement être fiers, parce qu'on avait dit Noël ça va être la cata, elle n'a pas été cata. La politique, mais non, les Français dont on peut être fiers. Mais attends, on nous avait annoncé Noël ça va être une boucherie, le jour de l'an ça va être un désastre. On constate un mois après que ça n'a pas été une boucherie, ça n'a pas été un désastre. C'est-à-dire que les gens, combien de personnes... Donc on peut nous faire confiance. Mais attends, mais on l'a tous fait, on se comptait à table. Mais évidemment. Non, on peut pas inviter machin parce que tu comprends, on sera 14, mais il va comprendre. Allô machin. Et puis là, on raccrochait en disant ouais, chouette, j'aurais pas le mauvais cadeau de Noël comme chaque année. Bon, mais refermons cette parenthèse. Non, sérieusement, le pouvoir personnel. Alors d'abord, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres, mais tu peux pas y répondre, donc je la pose comme ça, Alain. Est-ce que tu penses, tu m'as cité Churchill, machin bidule, est-ce que tu penses que notre jeune président, il est de cette trempe-là? Donc Bruno Bonnell, forcément, nous répond oui. Si je ne répondais pas, je change de métier. Ouais, forcément. Mais vraiment, ça peut... Enfin, il peut pas y avoir plus... Inventer un mode, je comprends bien qu'on ne peut pas réunir 300 personnes, mais j'en sais rien moi, au moins inventer justement un mode de communication de guerre et de consultation de guerre avec ceux qui sont les responsables politiques élus de ce pays. Mais dans la réalité, sur des décisions aussi importantes. Il faut faire très attention à l'intox dans tout ça. Il y a effectivement une autorité de l'État qui s'appelle le président de la République dans la 5e République. À côté de ça, ça n'arrête pas
Les réunionites, c'est la politique, c'est le champion du monde de la réunionite pour tout. Et donc, c'est pas parce que tous les étages sont pas informés en même temps, mais il y a sans arrêt des discussions. Il faut pas croire au mythe de dire là on est sur l'Olympe et on décide et mais on est si, monarque. c'est comme ça que ça se passe, Non, à la fin, c'est non. comme ça que ça s'est passé. Alors, on l'a lu dans tous les journaux. on peut en débattre. Le gars, finalement, il a déboulé et dit écoute, Jean, j'ai un truc pour toi, on va pas confiner. Et l'autre, bon Et il a une demi-heure pour faire son speech à la télé. La décision de le faire, elle est effectivement solitaire. Mais avant ça, il y a eu un travail de rassemblement d'informations, etc., pour trancher. Parce que sinon, on arrive forcément, je le répète encore une fois, à des consensus mous. En disant, on fait à moitié, on déconfine cela et pas cela. Et d'ailleurs, au passage, le phénomène de dire je fais pas les galeries marchandes, par exemple, je ferme les galeries marchandes, avec tous les petits commerçants qui sont dans les galeries marchandes qui disent mais pourquoi nous, on est opticiens ou vendeurs de fringues, dans la galerie marchande on est fermé, alors que la rue d'à côté ils sont ouverts. Ça fait partie des consensus probablement d'arbitrage qu'il y a eu au dernier moment. Non, et puis ça je comprends, c'est les effets de bord. En économie, il y en a partout, des effets de bord. Dès que vous prenez une décision, elle a des effets de bord. Et les mecs, sinon justement, comme tu dis, vous prenez pas de décision. Voilà. Non, ça, là-dessus, je suis d'accord. Après, quand même, le pouvoir personnel. Est-ce que tu fais partie, allez, encore 3-4 minutes là-dessus, et puis ensuite on va parler des robots. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent on a sauvé les entreprises, donc maintenant elles doivent rendre des comptes? Absolument pas. Moi, je pense que je suis d'abord fier d'avoir fait partie de ceux qui ont participé à la réflexion pour dire on peut pas lâcher. Ça, c'est une chose. Par contre, aujourd'hui, c'est pas elles doivent rendre des comptes. C'est les gars, c'est l'heure ou jamais. D'abord de prendre une décision maintenant avec une visibilité septembre. Moi, ce que je dis aux entreprises politiquement aujourd'hui, c'est de dire ça va repartir en septembre. Donc mettez-vous ça dans la tête. Ça veut dire que le temps que tout le monde soit vacciné, que la machine mondiale se remette en route, etc., 3e trimestre. En attendant, transformez-vous. En attendant, réinventez vos métiers. Continuez à vous pousser, à former, à profiter de ce temps que vous considérez comme un peu mou et mort pour investir dans les hommes, dans les femmes, dans les idées. Parce que c'est là qu'on va gagner le pari. Si on ne fait pas ça, là, je peux te dire que 2022... c'est un cimetière qu'on est en train de construire. Et ça ne sera pas la faute du gouvernement. Ce sera la faute des entreprises qui diront je savais pas. Non, il faut se transformer maintenant. Et c'est maintenant. Ça veut dire qu'il faut donner la chance aux jeunes. Tu parlais des jeunes, de dire allez-y, amenez les nouvelles idées. Introduire des robots dans la production, utiliser le télétravail internationalement pour ouvrir des marchés. Enfin, que sais-je. Enfin, bon, là-dessus, on peut en parler pendant 2 heures de la transformation. Oui. Non, et d'autant que là, pour le coup, le plan de relance est là. En plus, alors, ce plan de relance, mal nommé, parce que c'est pas un plan de relance. Très mal nommé, j'étais le premier à le dire, sur tous les plateaux, c'est un plan de transformation, c'est un plan dans lequel on ne va pas réparer ce qui n'a pas marché ou ce qui est cassé, on doit investir pour demain. Donc ça veut dire chercher les nouveaux jobs, les nouveaux marchés, les nouvelles idées, pousser à la réinvention. Alors là-dessus, il y a un gros volant rénovation énergétique, parce que c'est un peu quand le bâtiment va tout bas, et après d'autres guerres, il y avait de la destruction, on devait reconstruire des routes, des ponts, des maisons. Là, on les rénove. La nuance est assez intéressante, parce que j'en ai visité pas mal ces derniers temps. Je peux dire qu'on est aux limites de la reconstruction. Oui, non, mais c'est très très important, mais pour notre outil industriel. Oui, mais tout à fait. Bien sûr. Et là, effectivement, les choses fonctionnent. Alors, est-ce que toi, par exemple, député là, à Villeurbanne, alors pour le coup, on est dans une région industrielle, on en a encore peu, mais là, on est au cœur d'une sacrée région industrielle. Est-ce que tu es au contact avec un tel qui a besoin de telle subvention pour moderniser telle ligne d'assemblage, robotiser telle... Alors, le choix qui a été fait, ça a été de passer par justement les régions et les préfets. Ça s'appelle les plans État-région. Parce qu'une région, les tailles de régions françaises aujourd'hui, et Rhône-Alpes en particulier, c'est des petits pays. Il faut bien comprendre que le président de région, il dirige, pour Rhône-Alpes, pour donner une idée, il est entre... C'est Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Il est plus gros en PIB que le Portugal, plus gros en PIB, et il frise l'Autriche. Ça veut dire que... Je crois qu'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, il est plus gros que l'Autriche. Bon, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr. Que le président qui a les manettes avec son staff, économiquement, parce qu'il n'a pas les pouvoirs régaliens, il a vraiment un pouvoir de distribution et d'adoption. Donc c'est sous l'autorité du président de région, avec les préfets, qui est distribué cet argent qui arrive en fonction des demandes. Alors, il y a des appels d'offres, il y a tous des process. Mais ça passe par BPI France, ça passe pas par les présidents de région et par les préfets, Bruno. Si, il faut des validations intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a des... Non, mais c'est pas compliqué. Non, mais je sais, en plus, je vais pas faire le malin, parce que j'ai reçu, il y a 2 jours, là, une charmante jeune femme à ta place, 800 000 € de subventions directes pour moderniser une ligne de traitement de surface des métaux. Voilà, c'est par appel d'offres, ça remonte, c'est analysé, on doit discuter avec les gens qui analysent, c'est leur boulot. La BPI là-dessus, c'est un peu la caisse qui distribue. Ce n'est pas compliqué. Par contre,
il faut que ça soit très exigeant sur la transformation. Encore une fois, si c'est pour refinancer encore des trucs qui, de toute façon, serviront qu'à réparer ce qui est cassé, ben non, il faut changer de machine. Et dernier point, toi, l'homme d'entreprise, les différentes séquences, là, les masques, ok, mais c'est pas les acheteurs de Carrefour, les meilleurs du monde qui vont acheter les masques, c'est l'administration qui va le faire, boum, flop. Les vaccins, ouais, mais c'est pas Géodis, champion de la logistique qui va transporter, on va se débrouiller, c'est l'État qui va faire, toc, flop. Eh ben, moi, Il y a un sujet là ? Oui, il y a un sujet. Et le sujet, c'est que justement, je parlais de la transformation, mais l'État aussi doit se transformer. L'action de l'État, elle doit se transformer. On vit sur des méthodologies qui datent, grosso modo, de la Deuxième Guerre mondiale. Dans la réalité, institutionnellement, 58, hein, c'est mon année de naissance, c'était 10 ans après un pays foutu complètement par terre. Donc, je pense que là, c'est encore une fois l'occasion. Alors là, on verra pour le prochain quinquennat, qu'on rentrera tous en campagne, mais il faudra vraiment se poser des questions sur la décentralisation, où effectivement, là, des présidents de région pourraient 30 décider... ans, 40 ans qu'on parle de décentralisation. Oui, J'ai l'impression que je suis né, mais parce on me que- disait décentralisation. Parce que, moi, je le vois bien depuis jusqu'à 3 ans ou 3 ans et demi où je suis là. Le digital dans l'administration, c'est en train d'exploser. Ça simplifie terriblement les process. Il faut aussi faire ce pari-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir... Et ils sont en train de bouger, là, les gars. Ah, ça bouge énormément. Mais énormément. D'ailleurs, les gens dans le quotidien, ils le voient bien. Carte grise, carte Oui. d'identité. Oui, etc. oui, oui, non, mais oui. c'est très bête. Oui. L'impôt à la source, tout ça, c'est ça, hyper simplifié. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain en disant, ouais, voilà, il y a le Covid, alors tout ce gouvernement poubelle. Non, non. Pas le Il y a- gouvernement, le fonctionnement de l'État. Mais le fonctionnement de l'État, il doit aussi L'État être repensé. complètement Il y a plein de jeunes sclérosé. il y a plein de jeunes qui disent on veut aider à pousser, on veut. Il faut pas la caricature du technocrate en énarchie qui décide de tout. Elle est salement abîmée par les jeunes geeks qui sont dans les administrations. Et donc ça veut dire que toi, au bout de 3 ans et demi, là, parce que c'était ça quand même ma petite idée, donc t'as débarqué et enfin. plein d'illusions. Non, mais puis je vais le dire à ta place parce que mais en gros, tu veux faire quelque chose pour ton pays. Bien sûr. Tu te dis que t'as ton expérience, ton énergie, etc. et tout. Allons-y, je vais tout défoncer. Et puis assez vite, hein, on avait commencé à se parler, justement, tu m'avais parlé de la réunionite. Assez vite, on se dit, on défonce pas grand-chose. Finalement, les gars, on a du mal à faire bouger les lignes. Mais parce 3 que- ans et demi après, tu te dis si quand même un peu. Parce que quand on est entrepreneur, on a envie d'une révolution tout de suite. On a envie de changer les choses tout de suite. On a une idée, on voudrait qu'elle soit appliquée. C'est notre vie quotidienne en tant qu'entrepreneur. Là, encore une fois, t'as plus un bateau à moteur, t'as un bateau à voile. Donc tu tires des bords et on dit ah tu vas à droite, tu vas contre tes principes. Non non, parce que j'essaye de choper un vent là-bas comme un mec qui va un bateau à voile. Et du coup, si on regarde que la manœuvre instantanée, on dit ça y est, ils sont à droite, ça y est, ils sont à gauche. Quand en fait le cap, on nous a beaucoup reposé le cap, il change pas. Et vous avez vu le truc un peu là, la prochaine fois? Ah non, ça, le mec, tu vas à droite, tu renies tes principes. Non, je tire un bord. Bah oui. Je tire un bord, Ça mais me- je maintiens le cap. Bon, les robots. Donc, c'était. Comment s'appelait ta boîte? Le mot révolution, c'est toi qui l'as prononcé le premier, je crois, Ouais, en j'ai France. écrit un livre, Voilà, tu avais la même écrit révolution. un livre là-dessus. Tu es complètement sorti d'ailleurs de toutes tes activités, complètement. obligé d'ailleurs, Ouais. quand tu es devenu non, député. pas obligé. Il y a Pas des obligé. députés qui les gardent. Moi, j'avais fait le choix de dire 5 ans pour mon pays et pas pour mes affaires. Et pas pour tes affaires. Et donc là, je lis à droite, à gauche que tout à coup, là, il peut se passer quelque chose autour notamment de ce robot compagnon dont tu parlais beaucoup. Oui. Quelque chose finalement d'assez rudimentaire, Oui. mais qui peut nous aider dans énormément de tâches de la vie. Raconte-moi un petit peu comment les choses sont en train d'évoluer là-dessus. Bah, ce qui évolue surtout, c'est que ça y est, les gens n'ont plus peur de l'écran. Avant, l'écran, c'était un espèce de truc de consommation, l'écran de télé. Après, c'est devenu vaguement un écran d'interaction avec l'ordinateur qui restait dans la sphère business. Ouais. Après, c'est devenu le smartphone où on a dit, ouais, tiens, il y a les jeunes, mais là, on avait un fossé générationnel. Et là, d'un coup, ma mère, 87 ans, se met à zoomer. Les gens se font des réunions et des apéros. Donc, non, mais le fait que cette interface d'écran soit devenue une interface familière est essentiel dans le robot compagnon. Parce qu'après, tu rajoutes, ça c'est la tête, Ouais. puis après tu vas rajouter les jambes. Ouais. Et ce qu'on... Et assez souvent, c'est vrai, la tête, c'est un écran. Hein, Voilà, la tête, voilà, c'est un voilà, écran. c'est un écran. Tu peux le déplacer à distance, par exemple, ce qu'on appelle la téléprésence. Il y a des gens maintenant qui développent de la téléaction, c'est-à-dire que tu peux déplacer l'écran, la visualisation et avoir des bras qui peuvent manipuler, par exemple. Et donc, on s'aperçoit qu'on avait un peu on est à la phase du chaînon manquant dans le robot compagnon, c'est-à-dire que c'est pas totalement autonome, c'est pas un truc qui fait papa-maman comme dans les films de science-fiction, mais ça permet d'avoir toute l'efficacité d'un robot dans le déplacement quelque part, mais l'intelligence humaine
en manipulation. Mais manipulé par qui? C'est-à-dire, c'est... Par des hommes ou des femmes ou des enfants qui sont à distance et qui communiquent avec et qui voilà, les c'est manipulent. Alors, un exemple, il y a 2 exemples d'application. Pour la téléprésence, c'est très bête. C'est par exemple dans les EHPAD où les gens sont très fatigués, n'ont même pas la force de comprendre ce qu'est une tablette, etc. Avant, tu avais l'infirmière qui rentrait avec une tablette, avec malheureusement pendant le Covid, et il y avait la tête du petit-fils qui parlait à sa grand-mère, et puis il fallait qu'elle reste à côté parce que la personne est crevée. Là, tu amènes, mais c'est le petit-fils qui pilote. C'est-à-dire le robot est dans le couloir, il le manipule et il l'amène auprès de la personne. Et l'autre exemple, ce sont des exemples plutôt médicaux. En Chine actuellement, les robots compagnons servent à faire des tests Covid. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de faire la manipulation. Bien sûr, la capacité de faire la manipulation sans qu'il y ait contact humain. Non, mais sans qu'il y ait contact humain. Donc, les soignants sont derrière, en train, comme un jeu vidéo, en train d'aller mettre des cuticules dans le nez des gens à distance. D'ailleurs, ça me donne une idée, on va lancer un jeu peut-être. Ça pourrait marcher. Non, mais ça me fait rigoler parce que c'est le cœur de ce qui est totalement contre-intuitif avec les robots. C'est-à-dire, tu vas te dire, oh, mais le robot va me faire mal. Mais non, si tu es sûr que quelqu'un ne va pas te faire mal, c'est le robot. Mais bien sûr, tu opères des yeux au micron près avec des lasers pilotés par des robots. Mais c'est ça. Alors évidemment, mettre un cuticule dans le nez, il va avoir une caméra, il va surveiller là où passer, on va presque pas le sentir. Il pourra probablement d'ailleurs utiliser un cuticule qui sera beaucoup plus fin, parce que lui, il n'a pas le problème du doigté, j'allais dire, de l'être humain. C'est pour ça que on arrive à un moment où on va comprendre que la robotique n'est pas anthropomorphe. On n'a pas à copier l'homme, on a inventé sur des grands sujets, ça. Ah bah oui, bien sûr, c'est le mien. Je suis convaincu que le robot humanoïde, ça fait partie du roman. Ça ne sert à rien, un robot humanoïde. On a la contrainte du robot humanoïde juste parce que notre environnement, il est designé pour l'homme. Donc on dit il y a des escaliers, il nous faut un robot qui monte les escaliers. Le merveilleux fondateur de Aldébaran Robotics, que tu connais évidemment, te dira, oui, mais justement, il faut qu'il soit sympathique pour que tu l'acceptes. Ouais. Lui, il disait que cette forme humanoïde et surtout cet aspect, on se souvient de son petit robot Nao, bien sûr. Cet aspect très sympathique, en fait... Ok, tu acceptes de le faire rentrer chez toi et tu acceptes de communiquer avec lui. Écoute, moi je vais te dire, je suis épaté parce que quand je vois les films de Star Wars et quand je vois mes enfants regarder les dessins animés, les objets sur lesquels ils ont un relationnel émotionnel n'ont rien d'humanoïde. Tu prends un Totoro, c'est une espèce de gros chat avec 2 yeux qui ressemble à rien, pourtant les gamins en sont fans. Donc je crois que l'émotion, ça dépend beaucoup de la capacité d'interaction qu'on peut avoir en fonction de son âge. Et finalement, un robot de téléprésence qui bouge et que tu sais faire bouger pour une personne qui est isolée chez elle et qui voit un objet se déplacer, c'est aussi important que la forme humanoïde. Industriellement, on en est où? Parce que c'était ça ton combat. Industriellement, alors, j'ai fait un... On a cité Aldébaran Robotics. Bien sûr. Rappelons encore une fois que Bruno Maisonnier, il a dû vendre sa boîte aux Japonais... Masayoshi Son, voilà. Mais il était très SoftBank. en avance. Oui, SoftBank. Il était très en avance, et puis il est un peu comme moi, on est un peu des visionnaires de ça. Là, on en est où aujourd'hui? Moi aussi, j'ai raté des bagues, c'est comme ça. Oui, mais il y a longtemps, voilà. Là, non, industriellement, on en est qu'aujourd'hui, clairement, dans l'industrie, c'est parti fort. Et on a un déficit d'intégrateurs. On a un déficit de société. Et là, il faut en parler. C'est quoi des intégrateurs? C'est des gens qui vont mettre des robots en place dans des usines et dans des ateliers. Il y a des gens qui vont intégrer des bras, des systèmes de convoi, etc. dans les ateliers. Et là, c'est un vrai nouveau métier. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire, OK, comment marche votre process? On va le réinventer avec la robotique. Les ESN de la robotique. Voilà, ça, il y a un vrai trou. Alors les ESN sont un peu dessus, mais timidement, parce qu'elles disent « nous on fait du soft, pas du hard ». Et là, c'est un métier mélangeant de la mécanique, de l'électronique, de l'électrotechnique, du software. Là, il y a un monde de création à faire. La deuxième chose... Intégrateur en robotique. En robotique. Oui. Et là, je pense que la France a une vraie chance, parce que c'est nous qui avons inventé... C'est nous, en France, qui avons inventé les Capgemini, les Sopra, c'est-à-dire les ESN qui ont conquis le monde, finalement, en disant « Ok, le logiciel, c'est bien, mais nous, on va s'accrocher. » C'était la fin des années 60. Fin des années 60. Oui, on inventait beaucoup de choses à cette époque-là. Oui. L'énergie nucléaire, le TGV, le Minitel, etc. C'est une époque révolue. Moi, je fais un pari, c'est que l'Europe va se remettre à inventer. Parce que justement, quand on comprend la puissance industrielle des Chinois, quand on comprend l'isolationnisme américain qui est en train d'exister, où ils disent on va fermer un petit peu nos frontières, nos copyrights, nos machins, etc. L'Europe a une opportunité extraordinaire de se réinventer, avec la technologie bien sûr,
Et puis quand même le côté humaniste et environnementaliste sur lequel il va falloir travailler. Parce qu'il n'y a rien de plus écolo qu'un robot, il faut être clair. Ça optimise tout, un robot. C'est son énergie, ses forces, ses machins. Donc c'est le truc magique en termes de robotique quand on a une option... Donc, alors, intégrateur... Non, mais moi c'est industriel en France. Il y a aujourd'hui en France... un début d'industriel de la robotique, même si c'est que du soft, enfin, l'ensemble de ce qu'il y a 10 ans, tu voulais pousser à travers ta révolution. Quand j'ai commencé à Infogrames dans les années 80, c'était le décollage des PC dans les entreprises, pour la comptabilité, pour la gestion, etc. Et on voyait bien que ça a commencé par là. Donc c'est un très bon signe que le robot rentre dans les ateliers et les usines. Dans la maison, on en a parlé... On en est à l'écran, gestion de l'écran, c'est encore les early adopters. Mais il n'y a pas de doute. Bah, toi, c'était les aspirateurs. Oui, les aspirateurs robots avec Robopolis, et maintenant iRobot, les robots compagnons, où quelques personnes en ont acheté quelques-uns, mais c'était assez marginal. Là, la vague est en train de monter. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de boîtes françaises qui se mettent à dire, mais finalement, on va fabriquer. Pourquoi on laisserait la fabrication aux Chinois? Alors, le frein qu'on a aujourd'hui, c'est les cartes électroniques, il faut être clair. En France, sur les grandes séries, on ne sait pas faire de cartes électroniques. On sait faire sur des petites séries, mais sur les grandes séries, on ne sait pas faire. Mais le reste, le moulage plastique, la mécanique, l'ingénierie, le design, tout ça, on a. Donc, à nous un peu de nous prendre en main et de commencer à travailler intelligemment. Et moi, ce que je pousse, c'est de dire, en Europe, on devrait commencer à réfléchir à la coréenne, c'est-à-dire ne pas faire de la subvention. Moi, je suis maintenant devenu assez contre les subventions aux entreprises, mais plutôt des marchés, des appels d'offres en disant, si votre truc, il marche, oui, on va l'adopter, on va le tester. Et t'es sûr que l'échelle européenne, c'est la bonne échelle? Ça marche jamais, l'échelle européenne. Mais en tout cas, dès qu'on essaye de faire des trucs à l'échelle européenne, même les vaccins, on n'y arrive pas. Voilà, j'ai découvert dans mon nouveau... J'en suis moi-même dans mes nouvelles fonctions, affligé, mais... Dans mes nouvelles fonctions, j'ai découvert un truc, c'est que les contraintes européennes font qu'un appel d'offres franco-français, par exemple, c'est très compliqué à monter. Ouais, c'est ça. Donc il vaut mieux pousser un peu, essayer de l'avoir. Il suffit d'avoir 2 pays, et ça devient européen. Ouais. On n'est pas non plus en train de dire... Oui, d'accord. Et puis, le dernier point que je voulais dire, on a déjà des marchés dans lesquels on est très bon. Le véhicule autonome, on est très bon. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de Français qui travaillent dessus, il y a des grosses équipes. Grâce à Valeo. Bien sûr, soutenues par des groupes quelques Valeo, mais aussi Keolis et d'autres, donc filiales de SNCF, des gens qui disent, dans le transport, c'est intéressant. Dans l'hydrogène, on est toi, comment il s'appelait? Navia, oui. Je sais pas où ils en sont, d'ailleurs. Ils ont viré le fondateur. Oui, mais bon, ça, c'est l'avis des fondateurs. Moi aussi, j'étais viré. Donc, quelque chose. avis aux fondateurs, vous serez virés. On n'en parle plus. Oui, mais justement... Ils ont viré Steve Jobs, c'est pas mal. Ils ont été failli virer Elon Musk, c'est pas mal. Et Jeff Bezos, c'est ce qu'il y a, ça en est viré. Donc, c'est bon. On va pas... non, mais il faudra voir où ils en sont, Navia. Effectivement, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a des centaines d'ingénieurs en France aujourd'hui qui travaillent sur le véhicule autonome. Il y en a aussi chez Renault, il y en a chez PSA et compagnie. Donc, on a des... Donc, il faut monter à l'échelle maintenant. Voilà, il faut cette montée à l'échelle, il faut y aller. Et pour ça, il faut bien être lucide qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'ornière, mais savoir qu'à l'horizon maintenant de quelques mois, à mon avis, le 3e trimestre de cette année, on se prépare un super redécollage. Oui, ça d'accord. Mais pour toi, il faut que tu continues à militer pour la baisse des impôts de production. Il faut que tu continues à militer pour tout ce qu'il y a dans la loi Pacte, mais il n'y en a pas assez, pour qu'il y ait moins de normes, de règles, de contraintes qui pèsent dès que vous voulez pousser le mur d'une usine. C'est tout ça qui aujourd'hui bloque cette montée à l'échelle, Bruno. Je rappellerai pour mémoire que sur 3 ans et demi de mandat, aujourd'hui, on a eu quasiment 1 an de gilets jaunes et quasiment 1 an de Covid. Donc c'est sûr qu'en regardant en perspective, le travail notamment qui est dans le programme, qu'on a tous un peu oublié avec les urgences, mais de nettoyage des normes, c'est un travail qu'il faut absolument faire. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a déjà réussi à faire passer les impôts de production, on a modifié et libéré pas mal de choses. C'est le début. C'est le début. 10 milliards sur... Oui, mais... 10 milliards sur 70. Et après, il y a l'art de l'équilibre. Il faut arriver à gêner... Toujours, la voile, tirer des bords, les courants... Mais c'est pas ça, mais regarde, il y a des gens... Non, mais j'admets, j'entends, ça m'intéresse. On se bat pour... Et c'est très bien pour les entrepreneurs ici, à cette table, mais j'ai d'autres endroits où, par exemple, je me bats pour les auxiliaires de vie à domicile qui gagnent 800 balles par mois en s'occupant des personnes âgées. C'est inadmissible, donc il faut trouver aussi des moyens pour ces gens-là. Non, c'est le même sujet, Bruno. Pourquoi elle gagne 800 balles par mois? Sans doute parce que... l'entreprise doit en payer le double en charge, voilà, et que si elle en payait moins en charge, elle gagnerait 1000 ou 1200 balles par mois. Oui, mais si les entreprises n'en payaient pas le double en charge, tu n'aurais peut-être pas de l'école gratuite, la santé gratuite, donc il y aurait... Tu vois, ce sont des équilibres. S'il y a un truc que j'ai appris,
c'est que c'est un petit peu, tu vois, un pulse en 3D. Hein. Ouais, non, Quand mais tu j'ai touches compris une ça. pièce. Non, mais la voile, c'est faut très faire bien. super gaffe. Enfin, tous ceux qui sont montés une fois sur un bateau à voile savent Le que, savent. Ouais. voilà, très vite, on se retrouve à l'eau, en fait. Et puis, tu sais, moi, j'ai traversé, Si on voit traversé l'Atlantique quand tu es au milieu de l'océan Ouais. et que c'est dead calme et tu te dis, j'ai que ça pour avancer, tu prends une vieille angoisse. Ouais, jamais oublié ce truc qui marque bien, moi je trouve qu'il marque les esprits. C'est quand ils ont fait le Vendée Globe, là, quand ils étaient dans le Pacifique, ils étaient plus loin de toute terre habitée que les gars de la Station Spatiale Internationale. Exactement, Voilà. exactement. Mais moi, la Donc, seule fois de ma donc, vie t'es au bout. où j'ai Ouais, été, t'es au bout. ce que j'ai appelé au bout du monde, c'est quand tu es au milieu de l'Atlantique, tu regardes les étoiles et tu as l'impression que les étoiles sont plus près que le bord que tu as quitté quelques jours plus tôt. Et quand tu es à la tête d'infogramme et tout te file entre les doigts et tu n'arrives plus à rien contrôler et la boîte est partie en vrille, là aussi tu es quand même au bout du monde, non? Là aussi tu as de sacrées leçons Oui, que tu apprends que hein. justement, là, il faut être toujours beaucoup d'humilité sur ces choses-là et compter sur les gens. C'est pour ça que je suis d'accord sur le message de confiance de dire, oh les gars, on s'en sortira qu'ensemble. Je crois que c'est le message qu'il faut entendre là-dessus. On s'en sortira qu'ensemble. C'est pas l'État qui va tout faire, c'est pas les gens qui vont décider tout seuls, c'est un mélange des deux. Et je sais que c'est difficile à digérer pour plein de gens. Je pense aux bars-restos qui ont fermé depuis 1 an. C'est pas un discours politique, ça. C'est des copains qui ont des bars, qui ont des restos, qui disent Bruno, comment on fait? C'est même pas l'argent, c'est même plus l'argent. On a envie de bosser, on a envie de rencontrer des gens, de boire des cafés. Bruno, on est au bout. Très bien. C'était très agréable. Merci infiniment pour cette visite. Merci, et puis je reviendrai avec plaisir. Et à bientôt sur Bismart. Les amis, on continue. Et on repart, les amis. On repart avec Christophe Beau, qui est le PDG de Jules Beau. Bonjour Christophe. Bonjour. Et alors j'ai écrit, il y a toujours un petit titre aux interviews, et moi j'ai écrit le vélo en mode no limits. Christophe, vous allez nous raconter vos lunettes, là, lunettes magiques pour faire du vélo. En gros, je disais au sommaire, en gros, c'est des lunettes qui vous transforment en pilote de chasse, c'est ça le truc? C'est un peu l'idée. Alors, pilote de chasse, c'est peut-être un peu fort. Parce qu'on affiche moins d'informations, mais l'idée, c'est quand même effectivement d'afficher les informations utiles dans le champ de vision donc du porteur. On va le voir, on va voir une image là. Je vous laisse aller, continuer. Un petit peu comme les affichages en tête haute dans les voitures. Voilà, c'est ça. Et donc, on va afficher la vitesse, l'altitude. Donc là, alors vous regardez vite, mais ensuite il faut que vous parliez à nouveau dans le micro. Donc vous voyez, voilà, il faut regarder comme ça, là, voilà, pour que ce soit bien dans le micro. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit là, donc une 0,516, c'est le moment depuis lequel je suis parti, ou c'est l'heure, enfin bref, c'est la durée de la course, battement cardiaque. C'est le battement cardiaque. Et la vitesse. L'autre, il y a la vitesse, le dénivelé. Tout en haut, on a le pourcentage de batterie. Et puis, on a différents tableaux qui peuvent s'afficher. C'est-à-dire qu'il y a un petit sensor sur la lunette. Et quand on passe sa lunette, on change les tableaux. Quand on passe la main sur la lunette. On a donc 4 tableaux qui affichent des données différentes. Et il y a un tableau qui est neutre. Si la personne n'a pas forcément envie d'avoir toujours les informations. Oui, parce que peut-être qu'on a juste envie d'avoir... Donc elle peut faire défiler comme ça les différentes informations. Et derrière, enfin, les verres, enfin c'est pas du verre d'ailleurs, c'est du plexiglas, c'est quoi la matière? À vrai dire, c'est du Trivex. C'est un matériau du Trivex. Trivex. Oui, c'est un matériau que nous-mêmes on utilise dans nos produits, on va dire, plus traditionnels. C'est une résine qui a la particularité d'être photochromique. Ça nous permet d'adapter la teinte du verre en fonction des conditions extérieures. Et donc, selon la luminosité, votre verre va s'éclaircir ou s'assombrir selon le cas. Moi, ça, vas-y. C'est un type de verre qu'on utilise de façon de façon commune, on va dire, plus ou moins dans nos gammes de produits. Et c'est quoi les autres produits que fait Jules Beau, justement? C'est toujours autour de l'univers du vélo? Non, lunettes de sport en général. Lunettes de sport en général. Le vélo, pour Jules Beau, c'est assez récent. Ça date d'il y a peut-être 2-3 ans, pas plus. Avant, on était plus outdoor, ski, montagne, voile, beaucoup. Et donc, le vélo, c'est une nouvelle rubrique, si je puis dire, qu'on a ajoutée. Toujours avec cette recherche d'aller connecter les lunettes, c'est ça la recherche, c'est quoi? C'est essayer de donner un maximum de confort, essayer quand même de travailler, comme tu dis, la vision, le fait qu'on ne soit pas ébloui, des choses comme ça, ou aujourd'hui c'est vraiment la bataille pour la connecter, cette lunette? Chez Jules Beau, on est convaincu qu'à l'avenir, la plupart des lunettes seront connectées. Alors, on en est au balbutiement de la technologie aujourd'hui. Là, avec ce produit, c'est l'association de deux savoir-faire. Le savoir-faire de Jules Beau, d'une part, qui a plus de 130 ans d'existence, donc voilà, c'est pas d'hier, avec une entreprise de Grenoble qui est spécialisée sur le micro-affichage. Donc, c'est l'addition de ces deux savoir-faire
qui donc a donné naissance à ce nouveau produit. Et Jules Beau est installé où? J'ai pas regardé. Alors nous sommes installés dans le Jura. Ah, c'est Dans ça. le Jura, à la vallée de la Lunette, c'est là où la plupart des fabricants de lunettes français sont implantés. Donc on a toujours été. Enfin, sont implantés les quelques-uns qui restent. C'est vrai que. Non, mais c'est ça Ça qui est reste super beaucoup, ouais. intéressant. Mais oui, Ça c'est reste ça qui est. beaucoup, ouais, c'est vrai. Je pense que cet outil industriel a sans doute été divisé par 10 sur les 20 dernières années, quoi. C'est moins. ça l'ordre de grandeur, hein. Au moins. Au moins, peut-être même plus. Tout à fait. Et c'est donc comme ça, c'est par l'innovation que finalement. L'innovation, alors ça c'est vraiment nouveau. Hein. On a innové, on n'a pas attendu ce produit-là pour innover. L'innovation est au cœur de la stratégie de Jules Beau depuis des décennies. Donc ça a toujours été notre cœur de cible, notre leitmotiv. Donc l'innovation sur toutes sortes de choses, sur les verres, sur des parties ergonomiques du produit. On fabrique également pas mal de lunettes pour enfants. Par exemple, des petites lunettes bébés qui se retournent, qu'on peut mettre dans les deux sens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais voilà, beaucoup d'innovation. Sur le masque de ski aussi, beaucoup d'innovation. qu'on peut mettre dans les deux sens. Tout à fait. Comme ça, ils se gourent jamais, quoi, Voilà. le môme, quand ils les Parce que mettent. les enfants, souvent, ils ont pour habitude de mettre la lunette à l'envers. Mais Là, oui, au moins, comme surtout ça, il n'y a s'ils pas de sont bon sens. dyslexiques, les bouts de chou. Ah oui, c'est excellent. Et d'innovation sur les... Mais vous êtes assembleur ou... Ah non. Non, il y a... Non. Non, Qu'est-ce qui est on made in fabricant. France là-dedans? Là, ce qui est made in France, là, pour le coup, celle-ci, elle est totalement made in France. Totalement made in France. Donc, Alors, je ne peux pas vous garantir tous les composants électroniques non, de France, c'est toujours évidemment. le sujet des composants Hein. électroniques, mais en tout autrement, cas, le reste, les c'est branches, tout l'ensemble de ce tout qui fait... l'assemblage, tout est fait en France. Oui, sur ce produit-là, c'est le cas. Alors, c'est pas le cas de toutes nos gammes, de tous nos produits, Non, mais bien évidemment, sûr, mais bien sûr. celui-ci, c'est le cas. Et alors celui-ci, c'est le cas parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Je ne sais pas si... mais je le dis d'un mot, j'ai vu le prix, elle vaut plusieurs centaines d'euros, cette paire de lunettes. Voilà, on va s'arrêter là, on n'est pas là non plus pour... Et c'est ça qui est absolument génial avec l'innovation. C'est que, en fait, tu as une niche, tu sais qu'ils vont être prêts à payer n'importe quoi pour avoir des outils comme cela parce que ça les éclate. Oui, aujourd'hui, honnêtement, enfin, en toute transparence, Jules Beau, on ne vit pas avec ce produit-là, hein, parce que pour nous, c'est totalement marginal et anecdotique. Ouais, mais le ski, ça a été la même démarche. Pas pareil. Là, c'était encore plus business, on va dire, l'approche pour le ski et les autres disciplines qu'on a abordées. Là, ici, c'est vraiment un produit à la fois qui nous fait plaisir, nous, parce que Jules Beau, une entreprise de plus de 130 ans, faire un produit technologique comme ça, c'est valorisant pour les équipes, c'est valorisant pour la marque. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait pas mal d'années qu'on voulait associer justement des aspects technologiques à nos produits. Et là, c'était l'occasion rêvée. Maintenant, toutes nos gammes de produits, qu'elles soient des masques de ski, notamment avec des systèmes d'aération. Mais il s'est quand même passé la même chose pour les masques de ski, c'est-à-dire que vous avez réussi, j'imagine, et encore une fois, là, on est sur Bismart, hein, on en est ravis, hein, justement, hein, c'est ça qui maintient l'industrie, hein, mais à marger de plus en plus sur un objet qui devenait de plus en plus sophistiqué. Je me trompe là-dessus? Marger de plus en plus. Non, ça c'est dépend pas. Non. Non, d'accord. Ah, d'accord. Pour le coup, là, sur ce Ah non, je produit-là, parle pas de celle-là, je parle du sur ski. celle-ci, nous, on perd d'argent. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Donc, alors, on n'en vend pas beaucoup, ça va. Il faudrait qu'elle vaille 1000 euros, en fait. Il faudrait en faire un smartphone, quoi. Ça deviendrait immonable. Donc, Ouais. mais on en est au balbutiement, c'est pas le souci. Là, aujourd'hui, c'est pas le problème. Là, aujourd'hui, on en est vraiment qu'au début. Je pense que c'est le début d'une longue histoire. Donc, vaut mieux être dans le train dès le début. Et je crois que c'est Martin Fourcade, là, hein, qui était sur son vélo avec vos lunettes. Ça veut dire, comment est-ce qu'on attire un champion de cette dimension? On a un team, global, il y a 150 athlètes en Europe qui portent nos produits. Et ça vient du ski, en fait. La relation avec Martin Fourcade, elle vient du ski. Biathlon. Voilà, c'est ça. Biathlon. Du biathlon. Donc, oui, du biathlon, oui, bien sûr. Et donc, ça, c'est tout un travail qui est un gros travail relationnel avec les équipes, les gens, les différents univers, les différentes disciplines. Il y a un travail également de proximité avec eux. On va les chercher très jeunes, en général, les athlètes. Donc, c'est ça, hein. Voilà, on les prend dès les classes de juniors. Et puis ensuite, mais sur pas mal de disciplines, parce qu'on a bien évidemment le biathlon, ski nordique, mais on a le VTT, on va avoir la voile, on va avoir beaucoup de disciplines différentes. Donc, on va les chercher jeunes. Et puis ensuite, en général, ils sont assez fidèles. Donc, ils restent. Et ils apportent quand même une petite touche technique, parce que, comme tu dis, passer du ski à la voile en passant par le vélo, j'imagine qu'il y a
des contraintes physiques qui ne sont pas toujours les mêmes, enfin des éléments qu'il faut peut-être adapter. Et ces athlètes vous aident là-dessus en tant que conseiller technique ou non? Ils nous pas du aident tout, c'est vos équipes énormément. énormément. Ah oui, Énormément. énormément. C'est vraiment une source d'inspiration pour toutes les équipes chez nous de développement et de design et autres. Et puis de fierté. Et quoi. régulièrement, on organise des tables rondes comme ça par discipline, là encore, où on va poser les produits sur la table, des notes sur la concurrence. Ils nous font part de leurs souhaits, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et nos équipes de création, ils s'appuient là-dessus pour faire les produits derrière. C'est une des choses que les athlètes apprécient beaucoup chez Jules Bose, parce que c'est assez rare, ça. En général, souvent, on prend un athlète, on lui met la lunette sur la tête et voilà. Et je pense ça me fait penser à alors, un autre équipementier qui, je crois, est lyonnais, je ne voudrais pas dire de bêtises, Babola pour le tennis. Et à un moment, en fait, ils ont bénéficié aussi. Il y a deux grosses marques qui écrasaient le tennis et les raquettes, et à un moment, les gens en ont marre, quoi, en fait, et ils veulent des nouvelles marques. Et de la même manière, on sait tous que pour les lunettes sportives, il y a une grosse marque qui écrase le marché, hein, voilà. Et quelque part, ça vous sert finalement, non, d'avoir une alternative? Ça nous sert parfois, ça nous dessert d'autres fois. On se bat avec nos armes. Parce qu'en termes de prix, ils sont imbattables. Non, ils sont plus chers que nous, en général. Pour le même produit, ils sont beaucoup plus chers. Ils sont beaucoup plus chers. Ah oui, pour le même produit, oui. À qualité égale, ils sont plus chers. Parce qu'ils ont le tampon de la marque. Voilà. Donc, vous on se bat un peu là-dessus. On se bat également sur. Ça nous permet, nous, de développer. Je parlais tout à l'heure de la technologie des verres. Ça nous permet de mettre à disposition des verres super techniques avec des anti-buées, des photochromies, des choses qui sont très très performantes à des prix qui restent corrects, alors que ces mêmes verres chez Oakley, la lunette sortirait du marché tellement ça serait cher. Donc on se bat avec des... Et donc mon intuition est fausse, c'est-à-dire il n'y a pas sur le vélo, avec ce qui se développe aujourd'hui, une niche de marché avec un fort pouvoir d'achat et qui est prêt en fait à vraiment craquer pour des lunettes comme ça, qui sont des lunettes exceptionnelles. Comme tous les marchés, il y a de tout. Il y a beaucoup de gens qui vont faire du vélo avec les lunettes Decathlon aussi. Donc voilà, des lunettes à 25 €. Donc, il y a de tout. Tout à l'heure, on parle de tout pour faire un monde. Bon, c'est une belle histoire industrielle. Christophe Beau, donc le PDG de Jules Beau, était notre invité sur Bismart. Et dernière partie donc de notre émission aujourd'hui avec Pierre Moustial. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Alors Pierre Moustial, vous avez dirigé Urgo pendant combien de temps, Pierre? 23 ans. 23 ans, 23 ans. Blague. Ça passe très vite, mais c'est 23 ans. Donc Urgo, tout le monde connaît Urgo. J'ai noté quand même là, à chaque fois, c'est Juvamine, Humex, Mercurochrome. Voilà. Bon, ça a énervé quelques téléspectateurs, mais c'est très redoutablement efficace. Ah, tu veux dire le style de pub? Il y a un petit peu de répétition. Juvamine. Oui. C'est l'agence business, ça, non? D'inspiration, mais après, on avait un peu internalisé le savoir-faire. Non. Si. Mais tu as raison, c'était l'agence business au départ. Au départ? Ouais, au départ. Et donc vous leur avez piqué toutes leurs idées et ensuite vous avez dit on va le faire nous-mêmes. Il y a un peu d'inspiration, mais on a fait beaucoup de choses par nous-mêmes et on a développé une nouvelle méthode. L'agence business, c'est eux qui faisaient, c'est vraiment, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamite. Et il faut répéter le produit, et ils avaient été au bout, juste une petite incise, parce que j'adore ça, sur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la pub du comté. Et donc l'idée, c'était la notion de temps. Eh bien, vous faites compter, voilà. Ouais. Et vous avez la notion de temps, et vous répétez le produit, emballez. C'est formidable, c'est la chance des PME d'avoir des marques de niveau international, oui, voilà, avec des notoriétés à 85%. Enfin, PME, tu rigoles. Urgo, c'était quoi le chiffre d'affaires? Ça commençait avec une PME. Quand je suis arrivé, c'était 29 millions d'euros. Et quand je suis parti, c'est 720 millions d'euros. Donc c'est de la PME à la grande entreprise, on va dire. C'est ça, à l'entreprise de taille. Ce qui nous manque en France, de ce passage de la TPE à la PME à la grande entreprise. Et s'il fallait une clé, ou deux clés qui ont fait que Urgo y est arrivé quand tant d'autres n'y arrivent pas. Alors, il y a, à mon avis, au-delà du financement, dont on parlera peut-être plus tard, qui est quand même un point important, il faut avoir des financements appropriés, parce qu'il y a des moments, il y a des prises de risques, il y a des sauts, un peu des sauts quantiques, quand on fait une usine, quand on fait une force de vente, quand on va aux États-Unis, là, il faut des financements. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a besoin... Les financements, c'est les banques qui te les ont apportés parce que tu délivres des résultats. Alors, soit c'est simple. Non, c'est pas si simple que ça, parce qu'au départ, il faut créer de l'autofinancement. Et donc le problème de la France, c'est qu'on ne sait pas bien jouer sur notre propre marché national, dans la santé, parce qu'on n'a pas un accès aussi facile que ça au remboursement.
Il faut des années quand les Anglais ont des jours, voire des semaines. Tu me donnais, c'est toi, dans une des interviews qu'on avait faites ensemble, qui me donnait un chiffre foudroyant. C'était la règle des 3-3-3. Il faut 3 jours en Allemagne pour être remboursé, 3 mois en Angleterre et 3 ans en France. Alors, moi, j'ai créé l'association MedTech in France. Pour être remboursé? Non, pas pour être remboursé, pour mettre un produit sur le marché. Non, alors il y a 2 choses. Il y a l'enregistrement, c'est ce qu'on appelle le marquage CE. C'est quelque chose d'assez bien, c'est européanisé, on va dire. Mais ensuite, le remboursement, c'est une stratégie nationale. Et donc chaque pays a son propre système de remboursement et ses propres délais. Or, pourquoi les Américains et les Chinois sont forts? C'est qu'ils créent du muscle sur leur propre marché national. Pour être un champion du monde, je dis toujours, il faut déjà être champion sur son propre marché national. Ouais, c'est ça. Et ça a été, je pense, la chance d'Urgo. On a commencé à être très fort en France. Et puis ensuite, avec cet autofinancement, sans forcément emprunter, on a réussi à se développer dans des marchés internationaux. Mais il faut également, et je pense que c'est la deuxième recette, il faut un peu une ADN commercial et marketing. En France, on adore l'inventeur, on adore le médecin, ce qui est génial. C'est le héros. Ouais. Et ça ne suffit pas. Pour réussir, pour gagner, pour transformer une innovation en grande entreprise, il faut l'ADN commercial et marketing. Je crois que la phrase les ingénieurs sont le moyen le plus sûr pour se ruiner, je crois qu'elle vient de Marcel Dassault, non? Quelque chose comme ça. Probablement. Enfin, oui, mais voilà, enfin c'est... je la partage pas. Moi, j'ai une grande admiration pour les ingénieurs. Mais l'ingénieur sans le commerçant, Ouais, c'est ça. il faut les deux. Et ce qui est, alors pour le coup, là, surprenant, c'est que tu aies fait le truc pendant 25 ans. Parce que assez souvent quand même, hier, on avait un entrepreneur à qui je disais peut-être que celui qui démarre n'est pas celui, en fait, qui a les épaules, les connaissances, le carnet d'adresses, tout ce qu'il faut pour justement franchir ce cap au-dessus des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va dire. Oui, il y a des sauts et on le voit très très bien dans les jeunes entreprises que, par exemple, nous, on veut financer. Les facteurs clés de succès, surtout dans la santé. Dans la santé, il y a 2 mondes. Il y a le monde avant commercialisation et le monde après. Il est très séparé, contrairement à d'autres. Il n'y a pas le même continuum. Et donc, il y a 10 ans où il faut être exceptionnel dans la qualité, dans la recherche, dans la science, dans la clinique, dans le réglementaire. Et après, il faut basculer sur être exceptionnel dans l'international, le marketing et le commerce. Ce n'est pas nécessairement les mêmes qualités. Ah, mais c'est pas du tout les mêmes qualités. Non. Et donc, toi, t'es Superman, là. Pas du tout. Non, mais moi, t'as su t'entourer au bon moment. Je pars toujours sur des gens qui ont une base scientifique, des vrais ingénieurs, des vrais médecins. Et après, voilà, je fais l'étape suivante. Mais c'est important de faire comprendre à nos entrepreneurs. Toi, t'étais plus homme du marketing. Moi, j'étais plutôt finance, commerce et marketing, oui. Mais c'est intéressant, ça. Ouais. Mais c'est important. Parce que c'est ça qui fait effectivement et ce que dit à un moment la croissance exponentielle. Absolument. Et quand on parle à notre génial médecin français ou notre génial ingénieur français, il faut qu'il écoute ça. Il faut qu'il se dise à un moment donné, j'ai besoin de recruter. Et peut-être, si je vais aux États-Unis, qui est un marché encore complètement différent et beaucoup plus complexe, il faut avoir le courage de recruter quelqu'un qui va être cher mais expérimenté. Et c'est ça qui fera la différence. Comment juste une question comme ça, tu n'es pas obligé de répondre, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Ce qu'on décrit partout comme le naufrage de la science médicale française avec l'échec du vaccin, l'échec de Sanofi, l'échec de Pasteur. Comment tu commences? Alors j'ai un jugement un petit peu plus mitigé. Je pense qu'il n'y a pas d'échec sur le plan scientifique. On a des recherches en France de très très grande qualité. L'ARN messager, c'est quand même Pasteur. On a une société Valneva qui fait. L'ARN messager, c'est Pasteur. Au départ, la science. La science. Le problème, c'est que c'est comme notre prix Nobel de chimie qui est en Allemagne, quoi. Enfin, ça nous fait une belle jambe de. Je suis d'accord. On pourrait citer plein de prix Nobel qui ont fait les découvertes scientifiques. Elles ont été reprises par les étrangers. Oui, mais pourquoi? Mais je savais pas. Ce qui nous a manqué, c'est le financement. Et Stéphane. Ne me dis pas que Sanofi manque de financement, c'est pas vrai. Non, mais ah bah oui, c'est ça. Il n'y a pas que Sanofi. Mais Sanofi, c'est Pasteur, Pasteur, c'est Sanofi, il manque de financement. Non, mais il y a d'autres biotech en France qui sont de grande qualité. Ce qui leur manque, c'est le financement. Stéphane Bancel, qui est le CEO de Moderna, il le dit. J'ai levé 3 milliards aux États-Unis. J'aurais pas pu l'élever en France. Oui, enfin, donc Stéphane Bancel, il dirigeait Biomérieux. Je crois pas que Biomérieux ait des problèmes d'accès au financement aujourd'hui. Enfin, c'est une grosse boîte qui fait, je sais pas, 600, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, peut-être Biomérieux. Je parle sous. Oui, voilà, ça doit être à peu près ça. Bon, voilà, elles existent quand même, ces boîtes, elles sont là. Prenons le cas très concret. Tu crois pas? Moi, je lis des choses qui m'intéressent beaucoup sur notre principe de précaution, le problème qu'on a avec le risque, le problème qu'on a avec la gestion de l'échec, etc. Et c'est multifactoriel. Mais néanmoins, quand je regarde par exemple le marché de la health tech, qui est le marché sur lequel je vais investir et que je connais le mieux, la tech de la santé. La tech de la santé. Les chiffres sont cruels. 3 fois plus d'innovation en Europe et en France qu'aux États-Unis par million d'habitants. 9 fois moins de financement
pour ce qu'on appelle les séries quand on investit dans la partie commerciale, une fois qu'on a passé les étapes cliniques. 9 fois moins pour 3 fois plus d'innovation. Comme disent les Américains, the math don't work. Ouais. Il y a un vrai problème. Ouais. Or, aujourd'hui, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Ou elles s'introduisent en bourse, mais le marché n'est pas assez liquide. J'aime bien en brousse, parce que c'est un peu ça aussi, c'est un peu l'image. Oui, c'est bien. Il n'y a jamais de lapsus par hasard. C'est bien. Ou alors, elles se vendent trop rapidement aux premiers Chinois, aux premiers Américains qui passent. Ça, c'est à cause de la fragmentation du marché européen. C'est parce que tu dois déposer, j'imagine, 28 demandes d'autorisation de mise sur le marché pour avoir une échelle européenne sur ton procédé, même si c'est un procédé technique. Il y a de ça, mais il y a aussi des entreprises qui n'arrivent pas à lever de l'argent et qui donc vont en bourse trop rapidement, avec trop peu de chiffre d'affaires, donc pas assez de prévisibilité, et des cours de bourse qui yoyotent au moins d'accidents. Et donc aujourd'hui, il y a un manque de capital privé, ce que j'appelle le trou dans la raquette, entre ce qu'on appelle le early stage, donc les premières étapes où il y a de l'argent en France, le crédit impôt recherche, on trouve des fonds quand on fait du développement clinique en France, jusqu'à un certain stade, où il y a de l'argent quand les sociétés sont très mûres, quand elles sont rentables. Il n'y a personne, quand il faut prendre le risque commercial, on est encore en perte, on investit fortement. Truffle Capital. Pour développer. Ça, c'est de l'early stage. C'est de l'early stage. Ouais. Là où vraiment il y a un manque, c'est la société qui fait aller 10 millions de chiffre d'affaires, croissance de 100%, des pertes parce qu'elle finance son développement, elle finance son usine. Personne. C'est là qu'il faut investir. Parce que là, c'est la vallée de la mort. Et donc, c'est là que débarque. Et donc, juste pour refermer la parenthèse Sanofi, Pasteur, etc. et tout, pour toi, y a pas, on va en parler justement, l'Oxera Capital Partners est là pour ça, à part les financements, il n'y a pas besoin d'une forme de remise en cause sur la façon dont aujourd'hui le pays a du mal à gérer la science, à gérer le progrès, à gérer, j'en sais rien moi, enfin on a les faucheurs d'OGM, on a le refus de la 5G, enfin on a bien tout ça sûr. quand même. Il y a tout ça, mais je crois beaucoup à ce que j'appelle l'effet Spoutnik. C'est quand les Américains ont vu que les Soviétiques avaient pris de l'avance, ils se sont énervés. Et les Français, on marche beaucoup par effet Spoutnik. C'est bien ça. Donc il y aura ça, je reste extrêmement positif parce que je vois arriver un stock d'innovation dans la health tech en particulier, celle dans laquelle je vais investir. Le digital en France est exceptionnel. Tout à l'heure, il y avait un invité qui parlait de robotique. Mais la robotique chirurgicale française, elle est exceptionnelle. On a plein d'entreprises qui ont un potentiel gigantesque. Robocad, Surgivisio, MedTech qui a été vendu quelques années. Bertin Naoum va venir nous voir la semaine prochaine, je crois. Voilà. Donc, on a des filières qu'on peut construire, mais il faut les financer et c'est maintenant. J'aime bien ton idée de Spoutnik, là. Effectivement, quand il y a eu, c'était historiquement le bip, 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 voilà, qui a... Ça a déclenché... C'est amené les Américains sur la Lune. Sur la Lune, c'est voilà, exactement ça. Ouais. Bon, alors donc, et c'est pour ça que l'Oxera Capital Partners, donc, que tu diriges maintenant, t'as quitté la tête d'Urgo il y a combien de temps? Il y a un an. Il y a un an. Pile. Et donc là, alors, tu dis, on a levé 100 millions d'euros en moins de 6 mois. Je dois te dire, j'ai aucune notion. C'est bien de lever 100 millions d'euros. Oui, c'est très bien. Notre objectif, c'était de lever 75 millions d'euros. Alors, il ne faut pas se cacher la vérité. Pendant le confinement, il y a des investisseurs qui ont pris un peu peur parce qu'ils voyaient des pertes en bourse et donc ça a un peu fragilisé. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont vu le potentiel. Voilà, aujourd'hui, le Covid a révélé qu'il y avait un besoin de transformation de l'hôpital et des systèmes de soins. Moi, je dis toujours, il ne faut pas soigner que les malades, il va falloir soigner les systèmes de santé. Et là, on l'a vu, on l'a pris en pleine figure. Et donc, on voit bien aujourd'hui une opportunité fantastique de créer de l'efficience dans les hôpitaux, dans les parcours de soins, dans l'accompagnement des clients. Le modèle de la Big Pharma et du Blockbuster, c'est terminé. Il y aura toujours Big Pharma et Blockbuster. Mais aujourd'hui, il y a besoin d'accompagnement. Il y a besoin d'accompagnement avec le digital pour les parcours de soins, pour mieux administrer les médicaments, pour faire plus de suivi. Oui, parce qu'il faut bien être précis. Toi, c'est la tech qui t'intéresse. C'est pas les médicaments. Tu es vraiment sur les dispositifs techniques. Voilà, dans la health tech, il y a le mot tech. Et donc, c'était en bon français, c'est technologie médicale. La technologie médicale. Et c'est robotique chirurgicale, objets connectés, organes artificiels imprimés en 3D. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Au départ, quand les gens étaient très riches dans l'ancien temps, avant les opérations, ils entraînaient les chirurgiens sur des cadavres. Ils s'achetaient un cadavre pour s'entraîner, pour être certain que les gestes soient bien répétés. Aujourd'hui, on a un tout petit peu évolué quand même. Et donc, on est capable de reconstituer des organes pour faire ou de l'entraînement académique, de la formation, ou bien également pour préparer une opération un peu compliquée. Ah oui, d'accord, mais pas pour nous les mettre dans le corps encore aujourd'hui. Pas encore. Il y a Carmat qui est capable de faire des choses fantastiques. Oui, on ne remplace pas encore tous les organes, mais ça viendra. Carmat, justement, j'avais beaucoup discuté avec l'ensemble de ceux qui étaient d'ailleurs à l'époque à la tête de Carmat sur la mise en bourse d'une société comme Carmat. Et effectivement,
c'est quelque chose de très compliqué, très dangereux, tu as des à-coups, enfin mais ils disaient qu'ils n'avaient pas trop le choix. Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça, ouais, tout à fait. Aux États-Unis, on sait qu'il ne faut pas investir, il faut pas introduire en bourse avant 20 millions de dollars. C'est une règle un peu. Parce qu'avant, il y a trop de variance et la bourse déteste la variance. Et donc, toi, ça veut dire mettre de gros tickets, grosses ambitions, gros tickets. Donc, nous, on investit, en fait, le tour moyen de la health tech au stade commercial, c'est 25 millions d'euros en Europe. On va investir des tickets de 15 à 20 millions d'euros. Ce qui va permettre justement de financer l'outil industriel et surtout la stratégie de développement international. Et en particulier, il ne faut pas se cacher les choses. Pour être un leader mondial, il faut réussir sur le marché américain dans la health tech. Parce que la taille du marché américain aujourd'hui, et va le rester encore un certain temps, c'est 35% en moyenne, mais dans les produits très innovants, c'est souvent 60, 70, 80%. Et donc, aller sur le marché américain, c'est encore une autre dimension en termes de prise de risque. Et là, les financiers, ils ont toujours un tout petit peu peur. Parce que là, il faut investir sur des forces de vente, sur des accès au marché, sur des coûts cliniques. Enfin, tout est un facteur de 3 fois. Donc, quand ça marche, you win big, comme disent les Américains, mais on ne peut pas y aller en bricolant. Mais, et là, ton expérience, parce qu'on ne le sait pas, mais c'était au Texas que Urgo avait racheté... Fort Worth. Ah, mais oui, mais je m'en souviens, parce que ça avait été... Pour nous, justement, ça avait été un petit choc. Bah voilà, bim le TI, là, qui... ça a tout transformé. Ça a transformé Urgo. Parce qu'une petite acquisition de 15 millions de dollars, à l'échelle des États-Unis, c'est tout petit, mais 40% de croissance par an, au bout de 5 ans, c'est quasiment 100 millions d'euros. Donc il y a un effet chiffre d'affaires, bien sûr, mais il y a un effet d'entraînement, il y a un effet de, comment dire, ça fait grandir une entreprise. Bien sûr, et puis de fierté, et puis d'attractivité. D'attractivité, oui, absolument. Oui, absolument. Et toi, tu apprends à ce moment-là le fonctionnement d'un marché qui est quand même un marché particulier. Et c'est cette expérience que tu vas mettre au service des entrepreneurs que vous allez accompagner. Oui, parce qu'en fait, notre génial ingénieur ou notre génial médecin, il n'imagine pas en fait que le marché américain, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Il pense qu'avec cette superbe innovation qui vient du prix Nobel de physique, je caricature un tout petit peu, il arrive à la clinique Mayo, regardez comme on est beau, ça va se diffuser tout seul. Non, c'est là où les emmerdes commencent. Il faut vraiment être... C'est un marché de scale-up où les règles du jeu ne sont pas uniquement l'innovation médicale, mais c'est aussi la capacité en fait à avoir une rentabilité économique pour les acteurs locaux. Le marché américain, ce n'est pas l'hôpital français. Il y a une notion de rentabilité économique qui est très importante. Si votre innovation ne leur fait pas gagner de l'argent, vous ne réussirez pas. Donc il faut mixer l'approche médicale, mais aussi l'approche économique. Ça, pour le coup, effectivement, en santé, en France, ça peut surprendre un petit peu. Cette phrase-là, je sais, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est le moteur du truc à la fin. Bien sûr. Parce que c'est parce que tu refuses cette logique que tu te retrouves avec un hôpital en faillite, des infirmières qui en peuvent plus, et des médecins qui mettent des sacs poubelles à la place des blouses. Quoi. Voilà. Alors, je défends pas le système américain, absolument. Non, mais il y a un moment, il y a la notion de rentabilité. Il est inflationniste. Il est néanmoins inflationniste. Mais quand même, comme il est très privé, cette notion d'économique est importante. On ne peut pas l'ignorer. Une piste, il nous reste 30 secondes. Une piste sur le premier investissement de l'Oxera Capital Partners. Alors, un thème que j'adore, on va le révéler dans un mois, c'est à l'hôpital, la salle d'opération, c'est 50% des coûts, 66% des revenus et 68% des risques mortels, ce qu'on appelle la malpractice. Eh bien, aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont capables de donner de l'efficience dans ces salles d'opération, avec de l'image, avec des données, et qui permettent finalement d'accompagner le chirurgien à faire de meilleurs gestes, un peu comme il y a une boîte noire dans un avion. Aujourd'hui, on ne montrait pas dans un avion s'il n'y a pas une boîte noire. Le simulateur. Exactement. Et ça, c'est un élément qu'on trouve absolument très porteur, et on pense que ça va transformer l'hôpital qui a des besoins d'efficience absolument colossales. Pierre Moustial était notre dernier invité du jour, l'Oxera Capital Partners. Les amis, on se retrouve demain sur Bismart.